Conakry, 5 décembre 2013, au sommaire, le président de la République est à Paris. Il a quitté Conakry ce matin pour participer au sommet sur la sécurité en Afrique et la lutte contre le terrorisme. La croisade contre les criminels et les bandits de grand chemin, la question préoccupe le gouvernement et les services de sécurité. D'importantes mesures ont été prises pour endiguer ce fléau. Le gouvernement s'active pour le préparatif du sommet de l'OCI à Conakry. Les travaux d'assainissement et d'embellissement de la capitale vont bon train. La délégation commence à fouler le sol guinéen demain vendredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a quitté Conakry ce matin pour la capitale française et doit prendre part au sommet sur la sécurité en Afrique, une rencontre des chefs d'État qui vise à lutter contre le terrorisme et les crises qui secouent le continent. Le cérémonial de départ avec Mahamadou Bari et Doudou Traoré. Le président de la République, professeur Alpha Condé, en partance pour Paris. Le chef de l'État doit prendre part à la rencontre sur la sécurité et le développement en Afrique. Ce conclave des dirigeants de l'Afrique, surtout francophone, permettra d'harmoniser les points de vue sur la lutte contre le terrorisme et les crises qui secouent la sous-région ouest-africaine. Les chefs d'État et de gouvernement mettront cette rencontre de Paris à profit pour parler de développement. Le continent africain dispose d'énormes potentialités, mais la valorisation des ressources reste une préoccupation. Les présidents de la République présents dans l'Hexagone réfléchiront avec leurs partenaires, mais aussi des investisseurs, sur la nécessité de participer au développement socio-économique du vieux continent. Professeur Alpha Condé va cerner cette opportunité pour parler de la Guinée. La lutte contre la criminalité au centre des préoccupations des autorités guinéennes. Le ministre délégué à la Défense nationale et son homologue de la sécurité étaient ce jeudi face à la presse. Il a été question de faire le compte-rendu de la commission de réflexion de lutte contre le banditisme et la criminalité. D'importantes mesures ont été prises pour limiter ces fléaux qui continuent d'endeuiller des familles. Abdou Karim Kamara. Les forces de sécurité et de défense sont plus que jamais déterminées à lutter contre le grand banditisme en Guinée. La commission de réflexion de lutte contre la criminalité créée d'urgence le 3 décembre confère avec la presse. Face aux journalistes, les ministres délégués à la défense nationale et de la sécurité, le haut commandement de la gendarmerie et de la police nationale. Ils annoncent les mesures draconiennes pour circonscrire la zone d'action des grands bandits. Afin de contenir ce phénomène de criminalité, la Commission a suggéré l'implication exceptionnelle de l'armée en renfort à la police et à la gendarmerie lorsque celle-ci, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, seront en face des bandes armées. L'opération qui est engagée est loin d'être un maintien de l'ordre, mais une lutte pour traquer les bandits armés. Après l'énumération des causes liées au banditisme en Guinée, la commission de réflexion déclare que la police et la gendarmerie vont conduire les opérations sur le terrain. Dans cette bataille contre la criminalité, le colonel de l'armée, s'il se trouve dans cet effectif, sera géré par le brigadier chef de la police ou le margi-chef de la gendarmerie. Ce n'est jamais un recul. La démocratie guinéenne ne reculera jamais face à cette criminalité. Nous ne renoncerons jamais à nos droits devant la situation. Au cours de cette conférence, le ministre délégué à la Défense n'a pas manqué de dénoncer les dysfonctionnements graves de la justice. Toutefois, Maître Abdoul Kabele a fait une invite aux Guinéens dans le sens d'une lutte collective contre le banditisme qui sévit à Conakry et environ. L'arrestation d'un imam dans le quartier Bessia a perturbé ce matin la circulation routière. De nombreux usagers de la route ont été obligés de changer d'axe, provoquant du coup des bouchons. À propos, voici la déclaration de la direction générale de la police nationale suivie. Des jeunes du quartier Bessia, mal informés et mal intentionnés,
ont ce matin 5 décembre 2013 troublé l'ordre public en bloquant la circulation et en brûlant des pneus sur la voie publique. Suite à l'interpellation de El Hadj Zafar Souareba, imam dans le dit quartier. Cette interpellation est l'exécution d'un mandat d'amener délivré par le cabinet de monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum en date du 4 décembre 2013, décerné contre l'intéressé pour des faits d'émission de chèques sans provision prévus et punis par les dispositions de l'article 437 du Code pénal. La Direction générale de la police nationale informe le public que El Hadj Zafar Souareba, imam de son État, est présumé coupable d'escroquerie portant sur plusieurs centaines de millions de francs guinéens au préjudice d'un certain nombre de citoyens à l'effet de les envoyer à la Mecque pour le pèlerinage. La Direction générale de la police nationale rappelle que nul n'est au-dessus de la loi, quelle que soit sa position sociale. Par conséquent, elle prendra toutes les dispositions utiles pour rétablir l'ordre et traduire devant la juridiction toute personne coupable de troubles à l'ordre public. La Direction générale de la police nationale. Notre temps fort de cette édition, la Guinée dans les préparatifs de la CIMAE, conférence islamique des ministres des Affaires étrangères, des chantiers lancés à cet effet avancent à grands pas. L'aménagement des artères principales, la réhabilitation de la voirie urbaine se déroule dans les conditions requises. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a visité ce jeudi le bâtiment devant abriter le sommet de l'OCI à Conakry. Le constat est reluisant, Hadi Kamara. À l'image de ce chaudronnier, les autres ouvriers sur le chantier de reconstruction du Palais des Nations s'activent et engagent la vitesse supérieure pour respecter le délai d'exécution des travaux. Déjà, les techniciens procèdent à l'installation des chaises, des fauteuils, des tables et d'autres équipements dans les différentes salles de réunion. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 87% de l'avancement des travaux. Demain, on sera à 92%. Samedi, on sera à 96%. Et dimanche, Inch'Allah, à 17h, on sera à 100%. À cette allure, les travaux avancent à grands pas. Tous les acteurs impliqués dans la reconstruction de ce bâtiment travaillent d'arrache-pied, car c'est ce bâtiment qui va accueillir les différentes délégations des pays membres de l'OCI au compte de la 40e session de la conférence des ministres des Affaires étrangères prévue ici du 9 au 11 décembre. La semaine africaine des technologies de l'information et de la communication prendra fin ce vendredi, une occasion pour la Guinée de jeter un regard sur les acquis et les objectifs immédiats des NTIC sur le terrain. Les services fournis par les sociétés téléphoniques laissent parfois à désirer. Ali Kamara, reportage. Après l'arrêt de la Sotelgui pour mauvaise gestion il y a quelques années, il n'existe plus de service public dans les télécommunications en Guinée. Ce secteur est actuellement assuré par les privés qui ont également des problèmes de couverture réseau malgré leur publicité et surtout d'interconnexion entre eux. Chacun se targue d'être le numéro 1, mais a beaucoup de mal à joindre un autre réseau et s'il y arrive, c'est à tarif élevé. L'appel entre Celcom, là il n'y a pas de problème, mais quand tu veux appeler Ariba sur Celcom, réciproquement Celcom sur Ariba, là, la consommation n'est pas satisfaisante. C'est dans ce contexte d'insatisfaction qu'intervient la Semaine africaine des technologies de l'information et de la communication. Un moment qui devrait être mis à profit dans l'espace Union africaine pour penser à la renaissance du continent à travers les NTIC. En Guinée, malgré leurs problèmes de couverture, tous les opérateurs de téléphonie mobile sont en mode innovation, notamment avec le lancement de la 3G et d'autres services. In terms of the ICT Week, we are also proud. La 3G va apporter pas mal de choses à la communauté, notamment la rapidité de la connexion. Et donc la 3G va être disponible dans des régions comme Fria, Massanta, Guéguédou, Zérékoré, etc., etc.
une couverture nationale. La Guinée a fait du chemin pour en arriver à la 3G. Le service n'est pas parfait, mais il permet de s'offrir quelques luxes en matière de technologie. Au plus haut sommet dans ce secteur, l'atterrissage du câble sous-marin à Conakry en janvier 2012 est considéré comme une victoire. Cette année, le thème de cette journée africaine est promouvoir le panafricanisme et la renaissance africaine à travers l'éthique vers la vision 2063 de l'Union africaine. Puisque l'évolution technologique apparaît incontournable, il est temps que les opérateurs de téléphonie et Internet offrent de meilleurs services au lieu de faire parfois de la publicité creuse. Justement, à propos de la semaine africaine des technologies de l'information et de la communication, nous recevons en direct dans ce journal le ministre des Postes et des Télécommunications, M. Oye Guilavogui. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Et concrètement, comment la fête, la semaine se déroule actuellement? Bon, la fête se passe très très bien, avec une ambiance d'enfants. Et nous avons passé une série d'interviews accordées aux différents médias de la place, des conférences que nous avons organisées pour faire l'état de lieu d'éthique en Guinée, et avec tous les spécialistes du secteur. Puisque justement vous parlez de l'état d'ENTIC en Guinée, et comment se présente aujourd'hui l'ENTIC dans notre pays? Aujourd'hui, c'est une satisfaction pour nous. Nous sommes très fiers de déballer quelque peu le progrès que nous avons enregistré durant les 3 années. Et j'avoue que quand on arrivait en Guinée, on était le dernier pays sur le plan non seulement des nouvelles technologies de l'information, même sur le plan de pénétration téléphonique dans le monde. Alors figurez-vous, avec 12 millions d'habitants, seulement 3 millions et poussières étaient touchés en Guinée, dont le taux de pénétration tournait autour de 40%. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer à la population qu'au moins 7 millions de Guinéens sur 12 sont touchés par le téléphone. Et nous avons un taux de pénétration de plus de 60%. Et nous ambitionnons toucher l'ensemble des 12 millions de Guinéens avant la première mandature du chef de l'État. Nous savons qu'il y a des acquis, comme vous l'avez énuméré, il y a des efforts. Il y a par exemple la fibre optique, la 3G qui est en promotion, mais la Guinée accuse toujours de retard au niveau de la rapidité d'accès au réseau Internet, par exemple. Nous sommes qu'en phase de test en réalité. Avec l'arrivée du câble, donc nous avons jugé nécessaire de le déployer d'abord à l'intérieur de Conakry pour que au moins la population de la cité déguste le débit qui est très fort, il faut le reconnaître, et avant qu'on ne déploie le câble à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, force est de reconnaître que les gens ont de plus en plus accès aux nouvelles technologies de l'information, donc l'Internet, au point qu'avec ton petit portable maintenant tu peux avoir tout le monde. C'est quand même des efforts. Voilà, donc c'était imaginable il y a quelques années, on ne pouvait pas penser, et encore en plus, nous sommes passés très rapidement de 2G à 3G. 3G, la différence c'est la rapidité. Donc très rapidement on peut dérouler d'une page à une autre. Donc ça c'est un progrès sensible. Et d'ailleurs, il y a des opérateurs qui voulaient aller à 4, je n'ai pas voulu. J'ai dit en attendant, il faut que tous les Guinéens dégustent d'abord le 3G avant d'aller sur le 3. Voilà. Mais ce qui est important de retenir, l'objectif qu'on recherchait, c'était d'avoir le haut débit. La DIP, comparativement aux années passées, en 2010, c'était trop lent. Tu appuies un bouton, il faut attendre 10 minutes, 15 minutes pour passer d'une page à une autre. Aujourd'hui, c'est très rapide. Tu ne finis pas de toucher le bouton, il est parti déjà. Et ça, c'est à cause de l'option de 3G que nous avons. Des acquis à encourager. Mais monsieur le ministre, une dernière question. À quand la reprise de la Sotelgui? Sotelgui, il ne reste pas grand-chose. Je le disais, et c'était dans votre studio également, qu'on se battait pour avoir de l'argent parce que les équipements sont vétus, complètement dépassés. Et donc on s'est mis à la recherche de l'argent, les 50 millions de dollars qui équivaut à la modernisation et à l'extraction de ce tel que l'argent obtenu. Le décaissement a commencé, les 30% sont décaissés et versés à l'équipementier. Donc en début d'année 2014, les équipements vont commencer à pleuvoir sur Conakry. Donc ce tel durant l'année 2014 va être modernisé et l'extension va avoir lieu. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est de mettre les Guinéens dans l'espoir. Et que dans ce secteur, nous mettrons tout en œuvre pour que le retard que nous avons creusé par rapport aux autres pays, que nous le comblons très rapidement. Donc 2014, ce qui est sûr, le pays sera
à moitié désenclavée pour ce qui est de la nouvelle technologie de l'information, parce que nous allons procéder au déploiement du câble sous-marin de Conakry sur le dernier kilomètre en Guinée. Et ce câble va permettre donc à l'ensemble des Guinéens d'avoir accès très rapidement au téléphone, ensuite à l'Internet et aux images de la RTG par exemple. Donc que les Guinéens gardent l'espoir. Et en janvier et février, avant fin février, nous allons procéder à la pose de la première pierre pour déployer ce câble-là sur l'ensemble du territoire guinéen. Des actions à encourager. Monsieur Oye Guilavogui, merci d'avoir répondu à la question. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview et je souhaite une très bonne fête des TIC à tous les Guinéens. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Une rencontre des sociétés d'assurance de la CEDEAO se tient à Conakry. Il s'agit de la session ordinaire des conseils de bureau de la carte brune. La session porte sur le rôle de l'organisation dans le règlement des sinistres dans l'espace CEDEAO. 14 pays participent aux travaux. Tcherno Ousmane Diallo était de la partie. 30e session ordinaire du Conseil des bureaux de la carte brune. Ce système d'assurance transfrontalier institué dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, excepté la Mauritanie et le Cap-Vert. Une session aux multiples enjeux. Il faut reconnaître que nous avons encore beaucoup de choses à voir dans le fonctionnement du système, notamment la fluidité du règlement des sinistres qui n'est pas encore là. La fluidité du règlement des sinistres. Les sinistres, ça retarde beaucoup. Alors aujourd'hui, c'est le défi majeur. Les conducteurs d'engins roulants disposant de la carte brune voient leur assurance prolongée dans tous les 14 pays ici représentés. Avec un tel outil, c'est la coopération qui devrait se renforcer. Le thème de la rencontre met d'ailleurs en avant le rôle de la carte brune dans la libre circulation des personnes et de leurs biens. Par nos efforts au quotidien, la carte brune est de plus en plus perçue, par contre, à sa juste valeur, par le public comme un instrument d'intégration sous-régionale au service des automobilistes dans leur déplacement transfrontalier. L'Assemblée de Conakry doit permettre à votre organisation, à notre organisation, d'adopter une nouvelle carte consensuelle sécurisée afin de permettre au système de la carte brune de répondre aux attentes de nos populations. Le même avis est partagé par Austin Okafor, président du Conseil des bureaux de la carte brune. La dernière rencontre de ce bureau à Conakry remonte à 2005. Après ces assises, la Guinée va occuper la présidence de l'organisation. Cependant, les 60 participants devront élire un vice-président, probablement issu d'un État anglophone. Plus de 236 milliards de francs guinéens pour la Guinée, c'est le montant accordé conjointement par le Fonds mondial et le PNUD. Ce fonds entre dans le cadre du renforcement des capacités des collectivités agricoles de Kobia, Koundara et Mali. Reportage Haya Ramatoulaye Touré. La convention de financement qui a fait l'objet d'une signature ce matin au ministère de la Coopération porte sur une assistance financière de plus de 33 millions de dollars américains, accordée conjointement par le Fonds mondial de l'environnement, le PNUD et le gouvernement guinéen. Il a pour objectif de renforcer la capacité d'adaptation des populations vulnérables dans les préfectures de Gawal, Koundara et Mali. 3 raisons ont prévalu au choix de la zone concernée. La forte vulnérabilité au changement climatique des 3 préfectures que constitue le nord-ouest de la Guinée, la forte dépendance des moyens d'existence des populations aux ressources naturelles dans la zone et donc aux effets néfastes du changement climatique. Et enfin, le montant des ressources disponibles dans cette phase et le besoin d'avoir des impacts réels. Le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts et celui de la coopération internationale se sont réjouis de cette signature de convention. Ce projet, tel qu'il est pensé et conçu, cadre parfaitement avec la politique et la stratégie de notre pays en matière d'adaptation au changement climatique et mieux constitue un grand espoir pour les populations du nord-ouest de la Guinée. Il s'agit là d'un appui considérable à notre pays qui témoigne une fois de plus l'engagement et la volonté du FEM et du PNUD à soutenir les efforts du gouvernement dans les domaines de la réduction de la vulnérabilité dans les secteurs de développement pour réaliser le changement prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé. Les autorités administratives, les responsables des communes rurales, les groupements des producteurs, les ONG nationales et internationales sont intervenus dans la réalisation de ce projet.
Et puis, en plus bref, la Direction nationale du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, invite tous les députés élus sur la liste nationale et uninominale résidant à l'intérieur du pays à rejoindre Conakry d'ici le samedi 7 décembre 2013 pour une prise de contact. Vu lors du jour, la présence de toutes et de tous est vivement souhaitée. Conakry le 5 décembre 2013, signé pour la Direction nationale le secrétaire général, le secrétaire administratif, M. Lansana Koumara. Le gouvernement guinéen, à travers le comité de lutte contre le sida, vient de procéder à une série de visites des structures de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Un important lot de denrées alimentaires a été remis aux malades. L'État reste attentif à la situation des personnes vivant avec le sida. Des produits antirétroviraux et des réactifs sont désormais disponibles. Ali Badara Kondé nous fait le point. Après une vaste campagne de sensibilisation dans les jours minières contre le VIH-Sida par la première dame de la République, Adjedjene Kondé, le gouvernement guinéen, à travers le comité de lutte contre le sida, entame une série de visites dans certaines structures de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. C'est le centre de traitement ambulatoire de Coronti qui a constitué la première étape de cette visite de terrain. De nos jours, ce centre se trouve confronté à d'énormes problèmes de fonctionnement. De Coronti, la délégation gouvernementale a procédé à la remise des vivres à l'association des personnes vivant avec le VIH. De ravitaillement, parce que les PV-VIH ont besoin vraiment de la nutrition. Cette maladie, ce n'est pas une maladie comme les autres maladies. À Donka, la délégation gouvernementale a visité les installations de l'hôpital du jour chargé de dépistage et de la prise en charge de plus de 80% des personnes vivant avec le VIH en Guinée. Ce bâtiment flambant neuf est composé d'une pharmacie de distribution de produits antirétroviraux ARV, d'un laboratoire performant ainsi que des salles de conseil pour les patients. Pour accompagner ces patients, l'État guinéen vient d'acheter un lot important de produits composés des antirétroviraux, des produits pour les infections opportunistes, des consommables et d'autres réactifs. Pour nous, c'est une fierté, c'est un soulagement. Puisque quand nous savions aujourd'hui que le nombre de malades qu'il y a sous traitement, nous sommes environ à près de 30 000 malades protégés du traitement antirétrograde, et que le gouvernement et les partenaires fassent ce geste, nous pensons que c'est une fierté et un soulagement pour nous. C'est pour signifier à ces malades qu'ils ne sont pas seuls, que leur État est avec eux, leur président est avec eux et que jamais ils ne les abandonner. Ce geste des autorités de la Troisième République sera distribué dans les jours à venir aux personnes affectées et infectées du VIH à travers tout le pays. Dans le même registre, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de lancer la campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida pour la zone de Conakry. C'est le débarcadère de Boulbiné qui a constitué la première étape de cette opération. Ça à Marathon. Journée de sensibilisation sur le VIH-Sida dans les débarcadères de Conakry. Le choix de ces sites n'est pas fortuit. Nous sommes à Boulbiné. Ici, comme dans les autres débarcadères de la capitale, se côtoie une population cosmopolite. Selon les spécialistes, le risque de propagation du VIH-Sida reste élevé dans ces débarcadères. La séroprévalence dans la ville de Conakry est plus élevée que la norme nationale. Donc cela nous interpelle tous les acteurs, à se lever pour informer la population comment se prévenir de cette maladie. Le débarcadère de Boulbiné est l'un des plus grands de la capitale. C'est ici que démarre cette campagne d'information et de sensibilisation sur le VIH-Sida. Nous sommes prêts à appliquer pour éviter cette épidémie. Il faut éviter les objets pointus et puis en faisant des rapports sexuels, il faut mettre d'abord les préservatifs pour éviter toujours ce fléau. Dans les prochains jours, la campagne touchera d'autres couches sociales. L'opération va durer 5 jours. Objectif des initiateurs, amener les couches ciblées à un changement de comportement alors que le VIH-Sida se féminise en Guinée, à en croire certaines statistiques. Les professionnels des médias réunis au sein du REGEG, APAC et REGIJOG ont présenté à la presse un rapport sur le secteur de la santé. Ce rapport met en évidence les difficultés qui pèsent sur ce secteur. L'initiative des professionnels des médias vise à lutter contre les formes de corruption dans les structures de santé. Reportage Ablaï Yalou.
Insuffisance de personnel qualifié, importation et vente de médicaments contrefaits sont entre autres résultats des enquêtes menées dans le secteur sanitaire guinéen. Des résultats consignés dans un rapport d'enquête sur les cas de corruption et de pratiques assimilées dans ce secteur. Nous avons eu à faire de l'observation, à réaliser des entretiens aussi bien dans les structures sanitaires que dans les marchés, et nous avons eu à faire des recherches documentaires à travers le net, à travers peut-être les archives de certaines structures sanitaires. C'est tout cela qui est pris en compte. C'est vraiment un véritable travail de fond, d'investigation journalistique qu'on a eu à faire. Pour aboutir à ce résultat, 30 journalistes guinéens ont été identifiés et formés. Les structures sanitaires de Conakry et Kindia ont constitué les principales cibles de ces enquêtes. Dans un proche avenir, ces professionnels entendent toucher d'autres secteurs. La démarche est de lutter contre toutes les formes de corruption qui affectent les différents domaines de développement. Nous ne sommes pas des policiers, nous montrons aux décideurs de décider. L'objectif final, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations, parce que si des actions sont prises dans ce sens, le respect de la déontologie des pratiques, c'est sûr que c'est les populations en dernier ressort qui vont bénéficier de l'impact de ce travail. C'est ça le rôle citoyen de la presse. Il s'agit de capitaliser les rapports et les partager avec la population. Les professionnels des médias comptent accompagner l'État qui fait de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance des priorités. Les techniciens monteurs de la télévision viennent de bénéficier d'une formation sur les techniques de montage vidéo à Kindia. La formation a été initiée par la Direction nationale des services de l'information et de la communication en partenariat avec le PNUD. Tierno Younoussaba. À moins de 2 ans de la date butoir de la migration de l'analogique vers le numérique, la Direction nationale des services de l'information forme les techniciens guinéens aux techniques de montage numérique. L'exercice se déroule à Kindia et mobilise une trentaine de techniciens monteurs des médias publics et privés. Au moment où notre département amorce avec intérêt sa migration de l'analogique au numérique, nous ne devons que nous réjouir et saluer toutes les initiatives liées à la formation des techniciens et journalistes dans le domaine de la numérisation. Les journalistes en général et les techniciens en particulier doivent nécessairement être outillés pour mieux répondre aux exigences des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les travaux vont durer 5 jours et sont essentiellement consacrés au langage des images, aux valeurs des différents plans et à la différence entre le montage analogique et numérique. C'est un thème technique, mais j'ai l'impression que le langage utilisé pour faire assimiler ces notions, c'est un langage correct qui est au niveau de tout le monde, et je pense qu'on aboutira à des résultats positifs d'ici la fin. Nombreux sont les médias qui utilisent déjà du matériel numérique. Cependant, cette utilisation est dans de nombreux cas aléatoires et source de dysfonctionnement des appareils ou, au pire des cas, à l'origine des pannes techniques de plusieurs natures. Cette formation des techniciens de télé en montage virtuel intervient quelques semaines après celle des techniciens et journalistes de radiodiffusion au montage numérique à Bokeh, un programme financé par le PNUD à travers le projet d'appui à la gouvernance démocratique et l'état des droits. Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies et le ministère des Droits de l'Homme organisent des journées de sensibilisation sur le genre. La stratégie vise à promouvoir les droits de l'homme dans notre pays. Le point avec nous, Yallo. Intégrer le genre dans les mécanismes de justice transitionnelle dans le processus de réconciliation nationale en Guinée, tel est l'objectif de cette rencontre. L'initiative vise à apporter des réponses aux violences faites aux femmes, tout en proposant des pratiques susceptibles d'apporter un soulagement aux personnes victimes de violences. L'objectif, c'est de faire en sorte que l'aspect genre soit intégré dans les mécanismes de justice transitionnelle ici en Guinée. Notamment assurer que à toutes les étapes de la justice transitionnelle, que les femmes soient prises en considération, que leurs voix soient entendues, que leurs opinions, ils puissent exprimer leurs opinions, et qu'elles puissent faire partie intégrante de tout le processus.
Pendant 3 jours, experts et participants échangeront sur plusieurs thèmes comme entre autres le genre et la recherche de la vérité, la prise en compte du genre dans les procédures judiciaires, mais aussi le programme de réparation et les réformes institutionnelles. Le gouvernement de la République de Guinée a pris en compte le problème de justice transitionnelle et surtout l'intégration du genre. Il s'agit de faire en sorte que toutes les injustices passées ne se reproduisent plus et que la femme soit effectivement au centre des préoccupations parce que ce sont elles qui sont le plus souvent victimes de ces injustices-là. Au terme de cette rencontre, les recommandations seront faites à la Commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale de la Guinée. Les travaux d'assainissement et d'embellissement de la capitale se poursuivent. Une grande opération de déguerpissement des artères principales est en cours. Les mendiants et autres occupants illégaux sont invités à libérer les places publiques. Alcine Pascaldine. À travers la signature de ces différentes fiches, ces mendiants jusque-là installés aux alentours de la maison centrale de Corentin s'engagent de façon volontaire à rejoindre leurs familles respectives. Au nombre de 59 recensés, chacune de ces familles bénéficie de 8 millions de francs guinéens. Une assistance de l'État guinéen à travers le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Le geste retient l'attention des bénéficiaires. Je suis très content de ça, parce que nous aussi, on n'a pas voulu rester ici, mais comme c'est le destin, on a décidé aujourd'hui, personne ne va se coucher là-bas aujourd'hui. Tout le monde est prêt à rentrer chez lui. J'ai décidé beaucoup de choses à faire ça pour que ça puisse m'aider à faire quelque chose pour que je n'ai pas à faire la mendicité. Je vais partir à Dabola. Je marche pour avoir la nourriture. Puisque je l'ai eu, je ne vais plus rester dans la rue. Je remercie les donateurs. L'action traduit l'attention particulière qu'attache le gouvernement guinéen aux personnes démunies. On a joué nécessaire, au lieu de 10 millions, pour que les restes puissent avoir aussi ce que les autres vont avoir. C'est pour cela qu'on les a payés à raison de 8 millions. C'est la condition, car il n'y a pas d'autre chose. Il n'est pas dit que l'argent a diminué, non. Ces montants réussis permettront à ces mendiants d'exercer d'autres activités socio-professionnelles allant dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie. Et puis, culture, avant de refermer cette édition avec la sortie du nouvel album de Aïssata Kamaldine ce samedi à Conakry. Cet album de 13 titres va sans doute plaire aux mélomanes. Sur ce plateau, en direct dans ce journal, nous recevons Fodeba Istokera, ancien ministre de la Culture, promoteur culturel, organisateur de l'événement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Falassouma, et je dis bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Quel est aujourd'hui le niveau des préparatifs du concert de Kamaldine? Bon, il faut dire que c'est la dernière ligne droite après un battage médiatique de plus de 3 mois ici à Conakry et hors de nos frontières. Et je crois que Mass Production et Maestro Sound sont en train de mettre tout en place pour que ce spectacle se fasse dans des conditions professionnelles requises. Nous avons pris toutes les dispositions et je crois que le public qui fera le déplacement samedi ne va pas être déçu parce que ça va être un régal. Je crois que Kamaldine a su attendre pour atteindre. Elle a su attendre. Après 11 ans d'absence. Elle revient sur la scène avec un album qui s'appelle Odiema de 13 titres, un album tradi moderne, 60% guinéen et 40% world music. Et je crois que c'est un produit universel parce qu'elle s'est enracinée dans les traditions guinéennes, mais aussi avec une grande ouverture sur le monde la world music. Mais concrètement, qu'est-ce qui vous pousse à soutenir cet artiste? Certainement, c'est une longue histoire. Ben oui, vous savez, c'est une artiste que je suis depuis qu'elle avait 13-14 ans avec Dourabari. Mais ensuite, entre Maestro Sound de Bonkana Maïga et Mass Production, c'est une histoire
histoire qui dure plus de 13 ans maintenant. Et depuis la sortie de son premier opus, il y a un partenariat qui s'est tissé entre Mass Production et Maestro Sound. Et la concrétisation de ce partenariat, c'est encore la sortie de cet album Odinyama, après 11 ans d'absence de l'artiste. Et je dois vous dire que à notre niveau, nous allons mettre tout de notre côté pour que le public qui fera le déplacement samedi ne soit pas déçu. Mais je crois que les dispositions sont prises parce que le groupe standard de Asuman Kamara Petit Condé qui assure la direction artistique de ce spectacle a déjà bouclé le répertoire de l'artiste. Il y a aussi une kyrielle d'artistes de grande facture comme Ibro Diabaté, l'enfant de Yafanke Kunda, comme Agia Aminata Kamisoko, Kankou Kondé, Agia Safi qui est venu du Mali, et puis toutes les autres surprises que nous allons offrir, surtout aux femmes. Ça va être pour la première fois que le Palais du Peuple, toutes les femmes qui seront dans la salle auront droit à une bague lumineuse qui va servir de lumière, qui va renforcer les lumières, n'est-ce pas, qui vont être dans l'auditorium du Palais du Peuple. Il y a beaucoup d'autres cadeaux comme un magazine malien qui s'appelle Saramaya. Saramaya en malinké signifie célébrité. Et je crois que ça va être la nuit des célébrités parce que Kamaldine, c'est une artiste qu'il faut voir. Elle a une voix féline épanouie. Ensuite, une danse serpentine appuyé par les célèbres ballets africains. Et je crois que ce spectacle est à vivre absolument. Ce spectacle est à vivre absolument. Monsieur Fodibaï Sokera, ancien ministre de la Culture, promoteur culturel, organisateur de l'événement, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. En tout cas, c'est un bel exemple de partenariat public-privé. Le principe de 3P est respecté. Merci à la radio-télévision guinéenne. Merci, monsieur le ministre. Et puis, ce communiqué, la commission femmes et sport du comité olympique et sportif guinéen a le plaisir d'informer les citoyens de notre pays qu'elle organisera la 8e journée nationale femmes et sport le samedi 7 décembre 2013. Le programme de cette journée est placé sous le patronage de son Excellence, monsieur le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et des Sports. Une conférence débat sur le thème « Inspirer et autonomiser les jeunes filles » à 9h au Novotel, un gala de handball féminin doté du trophée Colonel Haya Nahawa Sila à 15h au stade du 28 septembre. À cette occasion, la commission femmes et sport du comité national olympique invite toute la famille sportive guinéenne et surtout la couche féminine à participer massivement à ces deux activités et de conférer à cette 8e journée un éclat particulier. La présidente, Madame Germaine Nangué. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.